Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau club Idées du Figaro. Dans la foulée de ce documentaire édifiant sur la gestation pour autrui, nous allons débattre aujourd'hui avec nos trois invités de cette méthode de procréation qui progresse partout en Europe et dans le monde. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal y songe. Alors nous allons nous poser une question cruciale. La GPA peut-elle être éthique ? Valérie Boyer, bonjour. Vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône et depuis 2016, si j'ai bien calculé, vous présentez des propositions de loi pour interdire le recours aux mères porteuses en France. Louis Davoust, vous êtes professeur de droit international privé à l'université Panthéon-Assas et vous avez écrit en décembre 2024 un article à charge après 2 jurisprudences de la Cour de cassation. Vous avez écrit, le titre, c'est la première chambre civile couvre la fraude et institue le droit à l'enfant. Et Agnès Leclerc, bonjour, vous êtes grand reporter au service Société du Figaro, spécialiste des questions de bioéthique, dont celle de la GPA. Louis Davoust, j'ai peut-être une question. Qu'avez-vous pensé de vous qui êtes un juriste, un homme de loi, à la vue de ce documentaire, qu'en avez-vous pensé de ces histoires très particulières ? J'ai trouvé que le documentaire installait bien de façon concrète les expériences de vie et aussi la diversité des pratiques. J'ai retenu le cas de ces mamans ukrainiennes qui racontent les restrictions qu'elles ont subies à cause de ce programme de GPA, qui disent aussi que ça représente pour elles 8 années de revenus. Oui, ce qui est extrêmement... Une gestation, 8 années de revenus. On a vu aussi le cas très différent de cette mère porteuse britannique, donc dans un système juridique apparemment très différent, puisqu'elle-même ne serait qu'indemnisée et pas rémunérée. Voilà. On a compris aussi qu'au Royaume-Uni, apparemment, il y a tout de même pénurie, c'est-à-dire que les femmes volontaires pour se prêter à ce processus de gestation pour autrui sont moins nombreuses. Voilà. Donc c'est 2 climats différents. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est le cas de cet enfant ukrainien, commandé à un instant par ses parents, qui naît avec un handicap et puis qui finalement n'est pas récupéré par ses parents d'intention. C'est le SAV qui n'a pas fonctionné. Oui, justement, Valérie Boyer... Il n'était pas conforme au cahier des charges. C'est ça. Valérie Boyer, quand vous dit GPA éthique, pour vous, c'est un oxymore. Un oxymore. Oui, voilà, c'est un oxymore. Mais alors, pourquoi ? Ma question, c'est pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas consacrer la marchandisation... Enfin, soit on est d'accord sur le fait de l'incessibilité du corps humain et de la dignité humaine, ce qui, je pense, devrait tous nous accorder, parce que c'est quand même le droit français depuis, et même le droit depuis très longtemps. Ça fait partie de nos principes importants. Et donc, on ne peut pas avoir sur un être vivant un contrat, ni la chosification de l'enfant, qui n'est pas une marchandise. Il ne peut pas faire l'objet d'une commande, d'une fabrication, d'une mise en fabrication dans le corps de la femme et après d'une vente. Parce qu'à chaque fois, vous voyez bien qu'en Angleterre, s'il n'y a pas beaucoup de candidates, c'est parce que ce n'est pas rémunéré. Et c'est quand même l'exploitation des femmes les plus vulnérables. Or, pour nous, Français, eh bien, le corps humain n'est pas cessible. Donc le fait qu'il y ait un consentement, finalement, ne change rien à l'affaire. Le fait qu'il y ait un consentement de la mère porteuse ne change rien à l'affaire. Oui, Molière disait « S'il me plaît à moi d'être battu ». Non, on ne peut pas être... non, moi je pense qu'il faut mettre un cadre et que ce cadre... Je comprends le désir d'enfant, mais le droit à l'enfant, ça n'existe pas. En tout cas, il n'est pas dans le droit, il est dans la jurisprudence, qui est particulièrement choquant, parce que c'est le Parlement qui fait le droit, c'est pas la jurisprudence qui contourne le droit et qui contredit le droit. Donc pour moi, il n'y a pas de GPA éthique, ça n'existe pas. Et sans compter les problèmes psychologiques et médicaux pour l'enfant de l'abandon. Enfin, Olivia Morel le décrit très bien, elle qui est issue de GPA, elle dit qu'elle a beaucoup souffert de cet abandon quand elle a compris qu'elle avait été commandée. Et puis pour l'enfant aussi, enfin pour l'enfant comme pour la mère. Elle apparaît dans le documentaire. C'est une femme qui est aujourd'hui mère de famille, qui est née... Qui est porte-parole de la Convention de... C'est ça, et qui aujourd'hui témoigne de la difficulté d'être née d'une mère porteuse. Voilà, et elle parle dans le documentaire. Agnès Leclerc, j'ai peut-être une question pour poser les termes. Est-ce qu'il y a différentes formes de GPA ?
Et est-ce que l'une d'elles est dite éthique? On parle aussi parfois de GPA altruiste. Est-ce que vous pourriez nous clarifier la situation? En fait, l'usage des mots, il dépend surtout de quel côté on se situe. Est-ce qu'on est favorable ou non à la GPA? Donc, GPA éthique, oui, on peut dire que c'est un oxymore. Pour illustrer cet oxymore, la philosophe Sylviane Agacinski l'avait comparé à de l'esclavage éthique. Comme si l'esclavage pouvait être éthique, on voit bien que c'est un non-sens. Mais ce qu'on appelle dans le débat public GPA éthique, ce serait une GPA altruiste où les seuls frais liés à la maternité sont remboursés à la mère porteuse. Voilà, c'est ce qui est dit dans le débat. Et je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de ces dernières années, au début, c'était un terme un peu confidentiel, GPA éthique, et il est monté en puissance. Oui, c'est ça, en quelques années. En quelques années, il a été beaucoup repris dans les médias. Et, voilà, beaucoup. Mais il est aussi apparu dans les médias, parce qu'il y a aujourd'hui une réalité juridique en Europe, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, et là je pense au Royaume-Uni et à la Grèce, qui ont reconnu une forme de GPA, mais à condition qu'elle ne soit pas rémunérée, mais indemnisée. Donc c'est cette réalité sur laquelle s'appuie par exemple Gabriel Attal. Là, c'est la totale, si je peux me permettre, que non seulement il y a une exploitation, il y a une prise de risque, à la fois pour la femme qui a une grossesse. Une grossesse, c'est quand même pas, c'est pas une maladie, Dieu merci, mais c'est pas un acte anodin. Il y a des risques, aussi bien physiques que psychologiques, et en plus pour l'enfant, il est considéré comme une marchandise. Donc moi, je souscris tout à fait ce que vous disiez, Madame Sylviane Agacinski, je trouve, a posé les bons mots. Et d'ailleurs, personnellement, quand j'avais défendu, lorsque j'étais députée... Vous parlez de proxénétisme procréatif. Moi, je parle de proxénétisme procréatif, ce qui revient un petit peu près au même. J'avais effectivement... je m'étais appuyée sur l'esclavage pour dénoncer... justement cette GPA. Moi, je pense que GPA éthique, c'est quelque chose de marketing, mais ça n'existe pas. À un moment donné, à moins qu'on dise qu'à ce moment-là, le corps est une marchandise comme une autre, comme l'avait dit Pierre Berger. Moi, je ne partage pas du tout cette façon de voir l'être humain. Mais bon, c'est pas un problème technique, la GPA. Je comprends. C'est un problème de civilisation. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la politique qu'on veut avoir, comment on considère l'être humain. Voilà. Personnellement, je comprends le désir d'enfant, mais je ne suis pas favorable à cette exploitation. Professeur, là je vous appelle professeur, est-ce que vous pourriez nous faire... Que dit le droit français en l'état? Et je parle bien du législateur, de la loi, pas de la jurisprudence. Juste pour que les choses soient très claires, la GPA, elle est interdite en France aujourd'hui, mais elle l'a pas toujours été, d'une part. Et sur quel fondement, aujourd'hui, elle est interdite? Alors, je vais peut-être rappeler les deux premières étapes récentes. C'est une histoire de 40 ans. La question devient actuelle dans les années 1980. 84, je crois que c'est la première. Donc voilà, il y a un certain nombre d'affaires qui apparaissent. Les juridictions du fond, cour d'appel sont saisies. Et effectivement, la loi est plutôt silencieuse. On a un droit de la famille stable, on a des principes, la distinction de la personne et de la chose, une distinction structurante. Et la Cour de cassation rend un grand arrêt dans sa formation la plus solennelle, l'Assemblée plénière, en 1991, après avoir consulté des professeurs de médecine, après s'être renseigné sur les standards de l'éthique. Et effectivement, elle déclare l'invalidité, l'illégalité de la convention de gestation pour autrui, avec toutes ses conséquences en termes de filiation. Et en s'appuyant sur quel fondement? Sur les principes de l'indisponibilité du corps humain, ça c'est du point de vue de la mère, et de l'état civil du côté de l'enfant. L'enfant a un droit à connaître ses origines, il a une filiation biologique, et en réalité la GPA, en ce qu'elle entend effacer la mère biologique, est contraire au principe d'indisponibilité de l'État. Et donc là, c'est la jurisprudence. Et quand est-ce que un grand arrêt durable. Quand est-ce que le législateur et qui va trouver un écho, qui est en fait aussi un appel à la législation qui est inexistante. Et en 1994, on a la grande loi bioéthique qui va sceller tout ça dans le Code civil, article 16 et suivant. À côté de la prohibition de l'eugénisme, vous voyez, de toutes les manipulations sur l'embryon, la dignité de la personne, l'intangibilité du corps humain, la gratuité. Lorsqu'on donne son sang en France, c'est gratuit, on ne vend pas son sang. La prohibition de l'eugénisme, et à l'article 16-7 du Code civil,
de manière très claire la prohibition du contrat de GPA. Ça, c'est les aspects civils, et la loi n'a pas bougé. La loi bioéthique a été révisée en 2021, enfin dans les années 2015-2021, 20 ans après son adoption, et ce principe, on a des travaux parlementaires nets et clairs, transpartisans. Le garde des Sceaux Dupond-Moretti, la GPA est un interdit fondamental, la marchandisation, nous n'entendons pas passer outre. Donc une loi civile claire, et après le volet pénal. Le volet pénal. Bien sûr, ah oui, mais ça c'est le problème. Le volet pénal, c'est-à-dire que 2 Auvergnats qui se livreraient à une gestation pour autrui sur le plateau du Larzac, la conséquence ultime possible, c'est la prison. Oui, mais... Voilà. Ouais. Alors, voilà, ça c'est le terrain de jeu. Alors, justement, vous donniez un exemple. J'avais une question. Finalement, la GPA, dans les faits, elle répond à quel besoin de société ? Pour qu'on parle, si on compare par exemple PMA et GPA, je parle de besoins de société parce que c'est une réalité aujourd'hui. Et donc, qui sont les gens ? Oui, c'est pas du tout les mêmes pratiques, les PMA et GPA. Est-ce que vous pourriez expliquer Il n'y a pas le corps d'une tierce personne qui est impliquée, il n'y a pas de contrat sur un enfant, donc ça c'est 2 choses importantes comme vous avez dites. Oui, il y a quand même un désir d'enfant qui est fort dans la société, et l'idée qui progresse, qu'il y a peut-être un droit à l'enfant quelque part, et que c'est un désir qui doit être satisfait. Mais, on est d'accord que c'est pour les couples homosexuels. Deux sortes de couples. Les couples. Les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. D'ailleurs, dans les années 90, ceux qui ont largement contribué à la médiatisation de la GPA en France, c'est un couple hétérosexuel, les Ménesson, et c'est eux qui ont obtenu les premiers arrêts sur la filiation de leurs filles, 2 jumelles nées par GPA en Californie. Oui. Ça a duré plus de 10 ans pour en parler de cette affaire. Oui, tout à fait. Une affaire importante. Oui. Pourquoi elle était importante ? Parce que c'est une affaire qui va conduire à la saisine successive et répétitive de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme, et que les principes vont être fixés, en tout cas clairement, sur le cas du père. Oui. C'est-à-dire que le père biologique, qui a donné son matériel reproductif pour que cet enfant vienne au jour, eh bien lui, il a un droit inconditionnel à ce que sa filiation soit reconnue, ce qui n'est pas le cas de la mère d'intention. Voilà. Oui. Bon, mais donc c'est vrai que cette affaire, c'était un combat judiciaire qui a duré une dizaine d'années, qui a... Avec quelque part, si je peux me permettre, sans vouloir attenter quoi que ce soit à la famille Ménesson, de faire croire que les enfants n'avaient pas de droits, ce qui est entièrement faux. Les enfants, ils avaient les droits du pays où ils étaient nés. Et ils avaient un père biologique, il n'y avait pas de problème. Mais c'était vraiment la traduction de la mère d'intention en mère, comme si c'était une mère biologique. Et c'est là qu'on a commencé aux atteintes à la filiation dans la jurisprudence. Et c'est une dérive parce que, tout à l'heure, on parlait de dignité. Et l'enfant, il a le droit à naître dans la dignité et être chosifié. Ce n'est pas ou être vendu ou être fabriqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme digne par rapport à tout ce que nous venons de décrire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a dans la jurisprudence quelque chose qui est totalement paradoxal parce que le droit nous interdit la GPA, mais la jurisprudence transcrit l'état civil des enfants nés à l'étranger de GPA. On va en parler longuement ça peut juste pas, après. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est même une négation démocratique. Ouais. J'ai une dernière question. Après, je vous montrerai un bref passage du documentaire. Est-ce qu'on a une idée des chiffres des GPA en France, Agnès Leclerc ? Alors, il n'y a pas de statistiques officielles. Déjà, il faut le savoir, ce que regrettent d'ailleurs certaines associations qui sont favorables ou hostiles à la pratique, parce que ça donne quand même un tableau de ce qui se passe en France aujourd'hui. C'était estimé à 200 couples par an il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est estimé par des associations LGBT plutôt à 500 GPA annuels de Français qui vont à l'étranger pour réaliser des GPA. C'est en augmentation ces dernières années. Oui, c'est clairement en augmentation. On voit même maintenant qu'il y a des... Avant, c'était plutôt des couples et maintenant, on peut voir des célibataires, des hommes seuls qui vont faire des GPA ou des femmes seules à l'étranger.
Vous avez d'autres estimations, Valérie Boyer? Moi, j'avais entendu, mais je ne suis pas un grand reporter comme vous, j'avais entendu 2000, élus 2000, 2500, mais bon, c'est très compliqué. Oui, parce qu'il n'y a pas de statistiques. Oui, il n'y a pas de statistiques par définition. À prendre avec des pincettes, voilà, et bien sûr. Par définition, mais... Moi, personnellement, j'ai toujours été extrêmement favorable à la PMA parce que je pense que c'est un progrès et c'est quelque chose pour lequel je me suis beaucoup battue, y compris pour les femmes françaises, pour qu'elles aient le droit de congeler leurs ovocytes. Ça avait été un long combat, y compris contre l'Agence française de biomédecine, mais nous y étions parvenus. Donc c'était avant 2012, je crois. Oui, avant 2012. Maintenant, la GPA, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas confondre. Comme vous disiez, madame, ce qui est très important, c'est que la GPA, ça implique autrui. La PMA, ça concerne une aide à la procréation médicale pour des couples qui sont infertiles. Et malgré tout, ou une personne qui est infertile. C'est pas dans la lignée d'un combat pour le droit à l'enfant? Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une filiation historique? Les deux semblent exprimer un droit à la réalisation du désir d'enfant, mais comme ce n'est pas du tout par les mêmes moyens. Oui, voilà. Je pense que, personnellement, je sais pas. Moi, je pense que c'est totalement différent parce que la procréation médicalement assistée, c'est tout à fait dans les principes de la sécurité sociale, c'est-à-dire aider une personne qui est infertile ou qui a des difficultés à la conception d'un enfant à avoir un enfant, une personne ou un couple. Donc c'est totalement différent. La gestation pour autrui, c'est pas la même chose. Donc ça ne contrevient pas au principe de la sécurité sociale, les biens portants pour les malades, les personnes... Mais depuis la loi de bioéthique, la PMA est ouverte à des personnes sans infertilité. Oui, donc, ça, pour moi, personnellement, c'était pour moi c'est pour ça que je me suis opposée, parce que c'était aussi un premier pas vers la marchandisation de produits humains, quelque part, puisque ces personnes n'étaient pas malades, n'étaient pas infertiles, et nous allions vers quelque part, la marchandisation de vous parliez de marchandisation, on va justement passer cet extrait bref du documentaire, et vous allez voir, c'est édifiant. Il faut avoir une santé irréprochable pour porter un enfant sain. Honnêtement, j'ai pas le sentiment que c'est mon bébé, même si bien sûr j'ai assez hâte de voir le résultat, si je peux dire. C'est une question d'état d'esprit en fait. Dans l'ensemble, je ressens que du positif. Le bébé bouge, il se retourne. Donc oui, je le sens bouger, mais émotionnellement, j'y suis pas attachée. Je n'ai pas de logement à moi. Je vis chez mes parents. Avant, j'habitais avec mon mari, mais on s'est séparés. C'est pour ça que j'ai commencé ce programme, car je prévois d'acheter un logement. C'est uniquement pour ça que je suis ici. Alors là, c'est un exemple dans ce documentaire qui se trouve en l'occurrence en Ukraine. L'Ukraine, qui est un des pays où il y a le plus de GPA qui sont réalisés. Oui. Le documentaire parle de 3000 GPA par an réalisés. Oui. Parce qu'elles sont un peu moins chères. Alors, elles sont beaucoup moins chères. Les chiffres, c'est 30 000, 40 000 $ par GPA, alors qu'aux États-Unis, ça peut monter à 100 000, 200 000. Oui. 200 000. Est-ce que là, ça ne montre pas à quel point l'argument économique c'est vraiment le plus fort, c'est-à-dire qu'il emporte tout par rapport à la GPA oui, mais enfin, quand on altruiste qui apparaît comme une sorte d'arbre qui cache les forêts. Non, mais effectivement, si on considère qu'on est dans un marché, que le corps humain et que l'homme est une marchandise comme une autre, il n'y a pas de raison de s'en priver à ce moment-là. Personnellement, j'ai une autre conception de la vie humaine et de l'organisation de la société, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée dans la vie publique. Ça s'appelle des principes fondamentaux. Voilà, de la même façon, on n'a pas le droit d'être violent envers autrui, d'avoir des comportements inappropriés vis-à-vis de personnes vulnérables ou d'enfants, a fortiori, moi je considère qu'on n'a pas le droit de vendre ou d'acheter des êtres humains. Mais bon, et effectivement, il y a un prix, il y a une pression, mais si nous en Europe et en France, on n'arrive pas à faire valoir ses droits, si l'humain n'est pas au-dessus de la marchandise,
c'est compliqué. Louis Davou, vous voulez réagir? Moi, je m'y oppose. Moi, je voulais dire que c'est un interdit républicain, parmi d'autres interdits. Humaniste. Voilà. Et humaniste, qui évidemment n'est pas inamovible. On peut toujours au Parlement remettre les choses en discussion, mais aujourd'hui, c'est un interdit républicain. Alors évidemment, les vies individuelles se sont singularisées. Il y a plusieurs manières de vivre en couple, on le sait bien. Et on entend parfois dire que la lutte contre la GPA, il y a plusieurs raisons d'être contre la GPA. D'ailleurs, en tant que juriste, moi je m'abstiendrai bien. On dit d'être pour ou contre. Je connais la loi et je demande simplement que la loi soit respectée. Ça, c'est mon seul point. Mais on entend parfois dire que ce serait un combat rétrograde, vous voyez, d'une vision classique de la famille hétérosexuée. Ah non. Je ne crois pas du tout. Et si vous me permettez de faire ce point sur la loi de 2021 qui a été mentionnée récemment, alors il est vrai qu'il y a un certain nombre de GPA... Que dit la loi de 2021 ? Je vais vous le dire tout de suite. Il y a un certain nombre de GPA qui ont été instrumentés dans des couples d'hommes avec une jurisprudence de la Cour européenne favorable à l'établissement du lien de filiation paternelle vis-à-vis d'un des pères, et des couples de femmes, de ce point de vue-là, étaient maltraités par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'a fait le législateur de 2021, tenant compte de cette aspiration des femmes seules ou des couples de femmes d'accéder à la filiation? Le législateur leur a ouvert une voie, une seule, qui est la voie de la procréation médicalement assistée, avec donc un protocole hospitalier, un suivi médical, médico-social. Et donc, vous voyez, le législateur a considéré cette demande, et le législateur y a répondu en ouvrant une voie nouvelle d'accès à la filiation, et en maintenant fort la voie alternative revendiquée par certains, qui est la voie contractuelle, où effectivement le désir d'enfant, qui est bien légitime chez tout un chacun, devient une espèce de droit d'une personne sur une autre personne, avec comment dire, une confusion des genres et des frontières, où la personne devient une chose. Oui. On peut dire qu'il y a beaucoup de raisons de s'opposer à la GPA, mais qu'avec peut-être la médiatisation de cet oxymore GPA éthique, il y a aussi de nouvelles voix qui se sont élevées contre la GPA, pas mal de voix féministes, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc je pense qu'on peut noter qu'en parallèle de la progression de cette idée, il y a aussi une progression, je pense, de l'opposition à cette pratique, et voilà, avec elle n'a pas toujours existé, parce que Gisèle Halimi parlait de bêtes reproductives, le regrettait, de considérer la femme comme une bête reproductive, et elle disait on mutile le corps des femmes. Oui, donc cette division au sein des féministes, elle existe depuis longtemps. Contre. Oui. Après, il y a Elisabeth Badinter qui a dit pourquoi pas, parce que c'est en fait au nom du droit des femmes à disposer de leur corps. Mais je trouve qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques féministes qui vont dans ce sens d'Elisabeth Badinter, elles sont quand même moins nombreuses, et je trouve qu'il y a une voix assez forte aujourd'hui des féministes qui disent que la GPA, ça s'apparente quand même à une violence faite aux femmes. Oui, puis c'est toujours, moi je partage votre avis, c'est toujours les femmes les plus vulnérables. On le voit bien, la personne ukrainienne qui témoignait, c'est un problème financier, donc ce sont des femmes vulnérables. Ensuite, je pense qu'il y a aussi... une autre violence féministe, c'est vouloir un enfant de soi avec son patrimoine génétique. Donc c'est la primauté du patrimoine génétique et la primauté du père et de l'effacement de la mère. Parce que c'est de ça dont il s'agit aussi sur cette GPA. En fait, il faut... je pense qu'effectivement, ça ne peut pas être féministe. Alors, je crois qu'il y a deux formes de GPA. Il y a une forme de GPA où il y a le généralement, on utilise... Tout est possible, jusqu'à 5 personnes peuvent intervenir dans la création d'un enfant. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des GPA où il y a le patrimoine génétique de la mère, porteuse, et d'autres où il n'y a pas. Maintenant, généralement, c'est fait avec... En fait, il y a plusieurs interventions. Oui, jusqu'à 5. Il y a les paillettes de sperme, généralement du père du couple qui veut l'enfant, ou hétérosexuel ou homosexuel. Ensuite, il y a la mère porteuse qui porte l'enfant, soit avec son ovocyte, soit avec les oocytes d'une donneuse. Voilà. Et aux États-Unis ou au Canada ou dans tous les pays où c'est devenu très très contractuel, c'est plutôt avec l'ovocyte d'une donneuse
pour éviter un attachement maximal entre la mère porteuse et le bébé. Mais c'est nier ce qui se passe pendant la grossesse, effectivement, où on sait très bien que les liens in utero sont de plus en plus étudiés. En plus, où il y a un partage de patrimoine génétique. Il y a un partage de patrimoine génétique. On sait très bien qu'il y a les cellules de la maman enceinte qui vont rester pendant longtemps, même que ce soit ces ovocytes ou ceux d'autrui, dans le corps du bébé. Et aujourd'hui, quand on voit les échographies qui sont tellement précises, on ne peut pas nier les liens qu'il peut y avoir entre ce que ressent la maman, ce qu'elle apporte, aussi bien sur le plan psychologique que physiologique. Donc c'est quand même nié. Jusqu'à présent, ce sont les femmes qui sont enceintes. Et toutes les femmes enceintes, que ce soit avec leurs ovocytes ou les ovocytes d'autrui, il y a un lien fort qui se crée avec l'enfant. Et c'est pour ça que le sentiment d'arrachement et d'abandon à la naissance, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes sur que deviennent ces femmes qui ont laissé un enfant, que deviennent ces enfants qui ont été, comme dit Olivia Morel, abandonnés à la naissance par la mère qui les a portés. Donc tout ça, ce sont quand même des situations qui mériteraient vraiment qu'on étudie de près. Ouais. Parce que c'est quand même une grande violence dans tout le processus. C'est un des apports du documentaire où on voit déjà la difficulté de certaines femmes de témoigner, c'est-à-dire qu'elles avaient été volontaires pour faire une GPA, ça s'est mal passé et des années après, elles souffrent énormément. Et notamment, il y a un exemple de GPA au sein d'une famille, c'est-à-dire qu'il y avait une mère d'intention et c'est sa cousine qui a servi de mère porteuse. Et une fois que l'accouchement a eu lieu, la mère porteuse n'a plus jamais vu sa cousine et donc l'enfant. Est-ce que ça, c'est un cas qui... Je pense que l'intérêt de ce documentaire, c'est aussi de donner un contrepoint à toutes les histoires qui sont de plus en plus fréquemment médiatisées aujourd'hui, mais qui sont des belles histoires de famille. Et quand on voit un couple heureux, avec un bébé dans les bras, c'est vrai qu'on a, on a envie de dire que c'est merveilleux. Marc-Olivier Fogiel, par exemple, il a raconté sa GPA, le choix des ovocytes de la donneuse, le choix de la mère porteuse, comment ça s'est passé. Il se pose certaines questions éthiques, il ne fait pas l'impasse dessus dans son livre, mais voilà, il dit que son bonheur familial est plus fort, que lui, il a gardé des liens avec la mère porteuse aux États-Unis, qu'il n'y a pas eu de coupure totale avec ses filles. Donc voilà, il y a aussi ce bonheur qui est souvent mis en scène et le lien n'est pas forcément coupé avec la mère porteuse. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un autre son de cloche et une autre vision un peu des dessous de la GPA. Mais je pense que toutes les situations existent. Oui, c'est ça. Le marché de la GPA aujourd'hui dans le monde, il est estimé à 20 milliards. Et il y a des projections qui montrent que d'ici 10 ans, il pourrait s'élever à 200 milliards, donc facteur multiplié par 10. C'est à la fois le désir d'enfant des parents, mais c'est aussi la rencontre d'un modèle économique qui passe à la fois par des cliniques dont on a vu des exemples en Ukraine, en Grèce, etc., et parfois aussi par des sortes d'agences qui mettent en lien les parents et ces cliniques. Et alors il y a des contrats absolument draconiens. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu les dessous de ce droit contractuel qui montre toute le... Juste un exemple, les commerciaux qu'on peut appeler au téléphone parlent parfois de GPA premium ou pas premium, de garantie, etc. Bah oui, c'est professeur. Oui, alors le marché se développe avec deux outils finalement. Le contrat international qui permet de réunir les parties prenantes, et puis ensuite, une fois que l'enfant est là, des raisonnements très juridiques pour le coup, de reconnaissance, ça on en parlera juste après. Voilà. Sur le contrat, moi je ne suis pas expert de ces contrats, mais alors, beaucoup sont discrets, mais il m'a été donné d'en examiner quelques-uns. Il y en a un qui a été publié récemment par des collègues, un contrat mexicain. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que
la mère gestatrice met sa vie entre parenthèses et abdique le temps de sa gestation. C'est liberté élémentaire, hein, c'est liberté, le documentaire le dit, c'est son choix alimentaire, hein, il faut suivre les recommandations du médecin, le maintien d'un régime alimentaire, des recours fréquents à des ultrasons, absence prolongée de relations sexuelles, interdiction de tatouage, perforation corporelle, ne pas boire de boissons énergétiques, ne pas fumer de tabac, etc., pas boire de café. Même pas de café. Bon. Et dans ce contrat-là, alors attention, je ne suis pas en train de dresser un tableau, je ne voudrais pas caricaturer des contrats qui sont peut-être plus équilibrés que d'autres. Évidemment, la renonciation de la mère porteuse au droit à l'IVG. Oui. Bon. Là, dans ce contrat-là, une indication qui est faite que lorsque la mère est en situation d'urgence médicale ou lorsqu'elle aurait éventuellement perdu conscience, eh bien, on peut maintenir la question de savoir qui décide du maintien en vie de la mère porteuse appartient aux parents d'intention. Ah, ça, voilà. C'est pas mal. Pour sauvegarder le fœtus, afin de sauver le fœtus, dans le cas où la gestatrice de substitution viendrait à souffrir d'une maladie quelconque ou d'une lésion potentiellement mortelle, mort cérébrale, la future mère a le droit de la maintenir artificiellement en vie jusqu'à ce que le médecin traitant décide que l'enfant est prêt à naître. Donc si vous voulez vraiment... Donc ça, c'est un contrat de droit mexicain. De droit mexicain. Mais en réalité, on met sa capacité gestationnelle à disposition et le contrat est là pour optimiser les choses dans l'intérêt des parents commanditaires. Hein. C'est le droit du client. Quand on est sur un schéma de choses, de marchandises et de contrats, oui, bien sûr. Du point de vue de liberté publique, ces clauses ont de quoi nous étonner, à tout le moins. Encore une fois, c'est nul en droit français. Ça mais nous ça étonne. Dépend comment on considère l'être humain. Voilà. Si c'est, comme le disait Pierre Berger, pourquoi pas louer son ventre, après tout, les hommes louent bien leurs bras, pourquoi pas. Mais quand on a une autre conception de l'être humain, c'est particulièrement révoltant. Et c'est pas être conservateur que disent ça, c'est simplement être conscient de la vulnérabilité de l'être humain. Parce que c'est ça que le législateur français essaye de préserver, et dans une certaine unanimité, parce qu'on a le Parlement qui est contre, on a, même si on n'a jamais pu aboutir plus loin sur les droits de transcription, mais le principe de la cession du corps humain, le Parlement a été contre à plusieurs reprises, pareil pour le comité d'éthique et pareil pour la Cour de cassation. Oui. Après, effectivement, il y a eu des aménagements jurisprudentiels sur la retranscription de choses interdites en France, mais qu'on accepte à l'étranger. C'est quand même contraire aussi au droit français, où on a une sorte d'extraterritorialité pour des ça, actes, c'est la prochaine partie, on va en parler dans quelques... les crimes, par exemple. Quelques minutes, ça va être vraiment le cœur de la dernière partie. J'avais une dernière question, Agnès Leclerc, sur cet aspect mondialisé. On voit que parfois on parle de certains pays, puis d'autres pays. Oui, la GPA, c'est un marché, et un marché qui se déplace. J'ai une avocate qui m'a raconté, par exemple, qu'au moment du Covid, le prix des GPA explosait aux États-Unis, atteignant $200 000. Donc, à ce moment-là, il y a plus de GPA au Canada, qui est un autre pays qui les autorise. On voit qu'à un moment, il y a eu beaucoup de GPA en Inde, dans des conditions assez dramatiques, et ça a fini par être interdit. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, la question se posait de savoir comment gérer, parce qu'il y a quand même des grosses cliniques là-bas. Donc il y a eu des GPA réalisés en Géorgie, à côté, ou des accouchements en République tchèque. Donc oui, c'est un marché qui est mondialisé. Et vous disiez même, je crois, qu'il y a eu des accouchements qui se sont faits en France. Oui. De GPA ukrainienne. Oui. En France, à cause de la guerre en Ukraine. Tout à fait. Oui, il y a quelques couples qui ont rapatrié en quelque sorte, enfin qui ont amené en France leur mère porteuse pour qu'elle accouche à l'abri de la guerre. Il y a eu des plaintes déposées. En fait, du coup, les mères porteuses ukrainiennes accouchaient sous X en France.
pour qu'il n'y ait pas de lien établi avec l'enfant. Ah oui. Et donc ils naissent français puisqu'il y a le droit du sol. Voilà. Et ensuite étaient récupérés par le couple avec le parent d'intention. Enfin, par le père biologique souvent. Par le père biologique et la mère d'intention, ou l'autre père d'intention. Il y a eu des plaintes déposées, mais finalement il n'y a jamais eu de suite judiciaire parce qu'il y a eu des consignes pour être plutôt clément dans le Figaro, d'ailleurs. Dans ces circonstances. Ouais. Louis Davoust, ce contentieux lié à la GPA en France, c'est massif aujourd'hui ou ça reste Alors on a un contentieux sériel, on a un contentieux répétitif aujourd'hui sur la reconnaissance de l'état civil d'enfants issus de GPA étrangères et qui vivent aujourd'hui en France. Ouais. Qui va être la grande question. Puisqu'il y a une dizaine d'années, on a eu une circulaire Taubira qui a permis, de donner des titres de séjour ou des papiers permettant aux parents de revenir avec l'enfant. Donc on se retrouve avec des enfants sur le sol français sans statut. Et la question, c'est de savoir si à un moment donné, la situation factuelle ne doit pas se consolider en une situation juridique. Ça, c'est le contentieux très important. Justement, je voudrais vous montrer quelques mots de Gabriel Attal, qui s'est prononcé à la fin de l'été pour une GPA éthique. Il a évoqué le franchissement d'une ligne rouge. Et voilà ces mots. La GPA éthique est au cœur d'un enjeu de société très important, la natalité. L'égalité des droits est importante, mais elle l'est aussi entre les couples qui peuvent avoir des enfants et ceux qui ne le peuvent pas. Valérie Boyer, je sens que vous avez envie de réagir. Moi, je suis d'accord sur la première phrase. Ensuite, faire de la natalité un enjeu par rapport à la GPA, il y a beaucoup de choses à faire avant pour faire en sorte que les femmes françaises soient bien accueillies pour qu'elles puissent avoir des enfants. Je pense que ce n'est pas la GPA qui va régler ce problème. Et ça prouve vraiment qu'on a une vision, j'allais dire, mécanique, consumériste de la natalité. Non, et même du corps de la femme. Non, moi, je ne partage pas du tout la vision, j'allais dire, mécanique, mercantile, quasi industrielle. C'est presque de l'eugénisme, là, qu'il est en train de nous faire Gabriel Attal. Et le fait qu'il y ait une inégalité entre les couples qui peuvent avoir des enfants et ceux qui ne peuvent pas en avoir, oui. C'est exact. Juste parce que les termes sont forts, pourquoi vous parlez d'eugénisme Parce que c'est ce qu'il dit, la natalité. Il parle de natalité. Oui. Il ne parle pas du désir d'enfant. Il dit que la GPA est une solution à la natalité. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de la GPA pour augmenter le taux de natalité. Ça veut dire qu'on industrialise la reproduction en France et que c'est une solution. Enfin, je pense que c'est... moi, ce n'est pas ma vision, comme je le disais tout à l'heure, de la société. Et je vous dis, ce n'est pas être conservateur, c'est au contraire avoir un regard sur les plus vulnérables. Et il y a des enfants qui sont présents, qui sont dépourvus de parents. Oui. Et il y a une voie qui est très ancienne, qui existe pour les recueillir et leur donner un cadre, ça s'appelle l'adoption. L'adoption. Et voyez-vous, dans ce contentieux dont on va parler dans un instant, les juges français, quand ils ont fait face à ces GPA étrangères, disent « je ne peux pas avaliser la chose comme cela, mais si le temps s'est écoulé, à la limite, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas recours, au bout d'un moment, à la qualification d'adoption ?» Mais les parents d'intention ne veulent pas de l'adoption, parce que l'adoption n'écrase pas les origines. Vous voyez ? Donc, du point de vue du droit de l'enfant à connaître ses origines, connaître en fait l'être humain dont on est la résultante, l'être humain qui nous a engendrés. Ouais. Mais ça, l'adoption ne l'écrase pas nécessairement. En revanche, un état civil net et clair où on dit que dès les origines, vous n'avez eu qu'un père et une mère, ce sont ceux qui vous ont commandité, mais en réalité d'ailleurs, la qualification est inopérante et la mère biologique demeure volontairement dans l'ombre. Ça, c'est l'autre schéma. Ça pose question du point de vue du droit fondamental, et celui-ci il existe. Dignité. Et de la dignité, du droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines. Et c'est peut-être une petite chose sur l'adoption. Vous disiez, il y a une autre voie pour avoir des enfants, c'est l'adoption nationale ou internationale. On peut remarquer que parallèlement à la montée en puissance de la GPA, l'adoption internationale s'est effondrée en France. Oui. Et que
Voilà. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a eu, justement, sur l'adoption, il y a eu une montée en puissance de principes éthiques qui fait que désormais, on privilégie l'adoption nationale, c'est-à-dire que les enfants qui sont abandonnés sont en priorité. Donc ça prouve qu'on peut encadrer. Oui, ça prouve qu'on peut encadrer. Et la question de la gratuité de l'adoption a été un énorme sujet sur 20 ans. Ah bah oui. Convention internationale, etc. Bien sûr. En introduction, j'avais parlé de votre article de décembre 2024. Je voudrais qu'en quelques mots, vous nous expliquiez ce qui s'est passé en octobre et en novembre 2024 à la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut dire, ou j'exagère, qu'il y a une forme de reconnaissance de facto de certaines GPA en France, non pas par le législateur, mais bien par le juge? Par le juge, l'interdit législatif demeure. Il y a une reconnaissance du fait accompli à l'étranger au nom d'une certaine interprétation des droits fondamentaux. Voilà ce qui se passe. Mais d'une interprétation juridiquement indue des droits fondamentaux, parce que la Cour européenne n'est jamais aussi loin. De manière très concrète, il y a eu des GPA faites à l'étranger. Oui. Et cette filiation a été reconnue en droit français. Alors que si on fait une GPA en France, c'est absolument illégal. Là, en plus, elle est illégale, elle est invalide, elle a des conséquences pénales. Donc en fait, on reconnaît une forme d'illégalité. Si vous me permettez de faire une comparaison, parce qu'évidemment, l'interdit français n'est pas un interdit mondial universel. On admet tout à fait la diversité des lois en matière d'état civil, France et état étranger. Ouais. Quelle serait l'attitude normale d'un juge français face à un couple de 2 hommes new-yorkais qui ont vécu 10 ans à New York et qui ont enfanté, il y a 8 ans, un enfant? Ils viennent en France, la famille ne va pas être cassée. On va reconnaître les 2 pères, on va reconnaître la situation de l'enfant, parce que cette famille et ce lien de filiation s'est constitué loin dans le temps, à l'étranger, valablement de bonne foi, par des personnes qui n'étaient pas soumises à notre interdit. Ça, c'est une situation. La situation qui a été constituée à l'étranger par des étrangers il y a longtemps. C'est leur droit. Et pour vous donner une comparaison, et ça c'est un peu mon domaine de spécialité, quand on a, et je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais quand on a une famille, quand on a un couple, une famille polygamique qui s'est constituée à l'étranger, qui vient vivre en France, on ne casse pas le mariage. Bon. C'est contraire à notre public, on ne casse pas le mariage parce que la situation s'est constituée entre des étrangers à l'étranger. Maintenant, nos affaires, j'ai intitulé l'article, c'est un peu choqué, la Cour de cassation blanchit la fraude, couvre la fraude. Pourquoi? C'est un peu comme toute chose égale par ailleurs, c'est un peu comme la fraude fiscale ou l'optimisation fiscale. Le régime local français ne me plaît pas, je suis français ou je suis résident en France, et j'utilise les contrats internationaux, je repositionne ma situation à l'étranger, dans un pays permissif, dans un pays moins libéral, moins disant, je constitue la situation, puis ensuite je vais utiliser des instruments juridiques, techniques, sophistiqués, le jugement d'exéquatur, pour obtenir en France l'exact contraire de ce à quoi j'avais droit. Exéquature, c'est le fait que un jugement à l'étranger soit reconnu en droit français. Et vous avez dit effectivement, il y a eu un coup de tonnerre à l'automne 24, non pas dans une formation solennelle de la Cour de cassation, mais une formation dans laquelle siégeaient 5 ou 7 magistrats, la formation compétente. On en a eu un en octobre qui a commencé à nous dire, effectivement, certaines GPA peuvent être éthiques, on doit contrôler le consentement des parties prenantes, il faut qu'il y ait un consentement libre, mais sans parler du caractère onéreux et des autres conditions. Et déjà dire une GPA avec consentement n'est pas contraire à l'ordre public français, c'est audacieux. Et ensuite, on a eu l'arrêt proprement révolutionnaire de novembre, qui a dit 2 choses, qui a dit le droit français de la filiation n'est pas si attaché que cela à la biologie. Pardon, mais c'est faux. Oui. Et qui a dit, 2e chose, la Cour européenne des droits de l'homme m'impose à moi, Cour de cassation, au nom de la vie privée, d'avaliser immédiatement les licites. Alors est-ce que vous pouvez nous faire... Est-ce que le droit européen, que ce soit la CEDH ou le droit de l'Union européenne, a un impact sur le droit français? Juste, la Cour de cassation avait sollicité la CEDH, mais pour avoir son avis, c'est simplement un avis, dans le cadre de l'affaire Ménesson, je crois, et la CEDH a dit à la France, vous devez reconnaître la filiation avec le parent d'intention de quelque manière que ce soit, de manière assez rapide et efficace. Elle n'a
n'a jamais dit qu'il fallait reconnaître comme ça directement un enfant. Ça aurait pu être par voie d'adoption. Tout à fait. C'est ça qu'aurait été l'autre. Ce que les parents ont refusé. Mais ils ne voulaient pas de l'adoption. Oui, ce que les parents ont refusé. Si vous me permettez, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été saisie massivement au départ, de plusieurs pays qui bloquaient l'Italie, l'Allemagne, l'Islande, PMA chez nous, GPA chez nous, PMA chez les Allemands, etc. La Cour européenne des droits de l'homme n'est pas le législateur du droit de la famille. Exactement. Bon. La Cour européenne dit toujours, ce sont des sujets de société, il n'y a pas de consensus, les États ont une large marge d'appréciation. Oui. Une large marge d'appréciation, et moi je ne sanctionne que des pratiques manifestement excessives et disproportionnées. Et ce qu'elle dit, la Cour européenne, elle dit la filiation biologique, il n'y a pas lieu de l'entraver, des filiations non biologiques, les États peuvent maintenir leurs interdits, mais quand, au bout de quelques années, une vie familiale est effectivement vécue, il faut, en quelque sorte, consolider la parentalité, et ça peut être fait par tout moyen technique, effectivement. Dont l'adoption. Et notamment l'adoption. Valérie Boyer. C'est ce que la Cour de cassation refuse, nonobstant les tentatives répétées, et à mon avis, bien fondées de la Cour d'appel de Paris. Parce que la Cour d'appel de Paris suit cette piste d'une adoption. Valérie Boyer, j'ai une question. C'est la plus éthique, d'ailleurs, l'adoption. Une question politique. La Cour de casse en 91, quand vous nous parliez au début, vous nous disiez finalement ça a précédé la loi de 1994. Donc on voit que déjà le juge était en avant sur les législateurs, sauf que là il était plutôt restrictif. Et là, 2024, de nouveau, le législateur, le juge précède le législateur. Mais cette fois-ci, je dirais qu'il le contourne. Il le contourne. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Il le contredit. Est-ce que ça ne pose pas un problème que le juge... Oui, c'est un problème démocratique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, totalement. Et puis, on est... Mais que peut le législateur faire ça? Il faudrait qu'on vote un texte dont je peux peut-être vous parler. Moi, j'ai un texte avec 4 articles, mais avant, je voudrais quand même dire 3 choses qui me semblent importantes. La première, sur la filiation à l'étranger, on part souvent d'une fausse idée en disant l'enfant n'a pas de droits. C'est faux. Il a les droits du parent biologique, mais il a surtout les droits du pays où il est né. Ça, on ne lui retire pas. Donc, c'est faux de dire qu'en France, il n'a pas de droits. Ensuite, sur la coupure avec la filiation biologique, quand on a parlé de PMA, on a eu beaucoup de discussions sur l'ouverture pour les enfants nés par procréation médicalement assistée, et ils sont nombreux, notamment les dons de sperme. C'est à peu près, la PMA, c'est à peu près 2% des enfants aujourd'hui. Enfin, c'est beaucoup, hein. Et c'est quand même un progrès extraordinaire. Pour qu'ils aient le droit à leurs origines, pour des questions de dignité, parce que c'est une demande qu'ont exprimée beaucoup d'enfants nés par PMA, et puis c'est aussi une demande médicale, pour savoir s'ils ont, si leurs parents, si les donneurs ont des problèmes médicaux et que même ils sont confrontés à ces problèmes, qu'ils puissent se soigner, etc. Donc on a discuté de ça et paradoxalement, pour la GPA, on voudrait le couper complètement. C'est quand même quelque chose... et on était dans les mêmes discussions de bioéthique avec des conclusions totalement opposées. Et enfin, dernier point que je voulais vous dire, c'est que François-Xavier Bellamy a fait, au Parlement européen, a fait voter un texte justement qui a emporté la majorité du Parlement européen sur le fait que c'est apparenté à du trafic d'êtres humains, la GPA. Et juste, c'est une directive ou c'est un texte Oui, c'est une directive européenne. Et qui est là aussi en contradiction parce que précédemment, bien évidemment, on avait la circulaire Taubira, pour aller vite, qui prévoyait la retranscription des actes d'état civil à l'étranger. Donc, on est à chaque fois dans des choses qui sont contradictoires, qui sont opposées, parce qu'on n'arrive pas à se... moi, je pense qu'il faut voter un texte aujourd'hui. Il y a le Parlement européen et au Parlement français, vous êtes à l'origine de plusieurs propositions de loi. Oui. Est-ce qu'il y a un chemin aujourd'hui dans la... Il faudrait que ce texte soit déposé. Je pense que c'est quelque chose qui est transcourant, de droite-gauche, notamment sur le féminisme, où on peut arriver à trouver un chemin, comme on en avait trouvé un autre sur d'autres textes. Je pense à la protection de l'enfance, qui est quelque chose qui transcende les courants politiques. Alors, il faudrait... moi, ce que je propose, mais il peut y avoir autre chose. D'abord, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse comme je l'avais fait
avec Philippe Gosselin quand j'étais députée, un texte sur la constitutionnalisation de l'intégrité du corps humain. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, qu'on puisse le mettre dans une modification constitutionnelle. On est d'accord que ça empêcherait au moins, c'est une protection. Oui. C'est une protection. Ouais. Hein. On ne fait pas affaire aux grands principes, on a une protection dans la Constitution. Ensuite, sur le plan plus concret, moi, j'ai proposé l'interdiction explicite de la GPA dans le Code civil, l'extension territoriale, comme ça existe pour d'autres choses, de la loi française à l'étranger, c'est-à-dire que des Français qui font quelque chose à l'étranger, ça ne peut pas marcher, surtout qu'ils le font, ils le savent parfaitement. Et ensuite, un nouveau dispositif du Code pénal sur la répression des intermédiaires, la répression des comportements qui incitent à la GPA, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de personnes qui témoignent en disant « moi, j'ai pratiqué la GPA, c'est formidable, on est très heureux », des feuilletons où ils nous montrent que c'est très très bien. Donc il y a une espèce d'incitation à la GPA heureuse, à la GPA éthique, et puis qu'il y ait une infraction spécifique qui n'existe pas encore dans notre droit sur la vente et l'achat d'un enfant. Ça n'existe pas. Il y a eu un cas récemment d'une dame qui avait vendu ses enfants à 2 couples, les pauvres, et elle a été condamnée pour escroquerie. Oui, parce qu'elle a 2 couples en même temps. Voilà, 2 couples en même temps. Bon, ça a défrayé un petit peu la chronique. Et enfin, je voudrais interdire sur l'ensemble du territoire français les décisions des actes dont on vient de parler, c'est-à-dire les retranscriptions d'état civil, parce que j'insiste sur le fait que les enfants qui sont nés à l'étranger ne sont pas dépourvus de droits. Voilà, c'est contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et si vous me permettez de réagir à cela, il y a déjà un certain nombre d'interdits dans notre arsenal législatif. Évidemment, leur applicabilité internationale pose question quand les faits litigieux surviennent en dehors du territoire. Et donc il faudrait effectivement peut-être muscler un petit peu la législation. Et en 2021, on a eu une révision des lois bioéthiques et on a des travaux parlementaires ou de hautes assemblées, on a un avis du Conseil d'État, M. Dupond-Moretti. Et donc, les travaux de révision de la loi bioéthique, la question était sur la table. M. Dupond-Moretti, l'interdit de la GPA reste une ligne rouge pour le gouvernement. Et l'article 47 du Code civil sur la reconnaissance des actes d'état civil a été retouché justement dans l'idée de casser la jurisprudence de la Cour de cassation. Ça n'a pas suffi. Voilà. Donc, en réalité, ce n'est pas la Cour de cassation qui est progressiste et qui préfigure la législation, c'est la Cour de cassation qui défait la volonté claire du Parlement de 2021. Oui. Donc pour vous, il n'y a pas de caractère inéluctable. Non, parce que quand on regarde cela dit, il y a des états généraux de la bioéthique l'année prochaine et le thème sera à nouveau sur la table. C'est évident, puisque c'est une... Oui, mais ça grille. Et quels sont les enjeux concrètement de ces états généraux ? C'est partisan. Il y a des politiques qui sont de plus en plus nombreux à dire qu'ils sont favorables à une GPA. D'autres que Gabriel Attal ? C'est le cas de Gabriel Attal. Oui, il y a d'autres ministres qui l'ont dit sous la présidence d'Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Après, il y a aussi des opposants qui sont... De tous bords. Je crois que Jean-Luc Mélenchon a dit « je serai pour la GPA le jour où une femme milliardaire acceptera de faire une GPA pour une femme pauvre ». Mais c'est quand même pas un modèle. Mais c'est quand même un sujet qui est très présent dans l'actualité et qui est maintenant qui est revendiqué plus ouvertement sur l'ouverture par certains politiques. C'est vrai que sur les questions sociétales, c'est un statut particulier. On sent qu'il y a vraiment un rejet assez fort d'une grande partie de la... Vous direz ça, Agnès Leclerc, qu'il y a une sorte encore de tabou assez puissant de la GPA en France ? Un tabou ? Si vous voyez les sondages sur l'évolution de l'opinion des Français, alors on peut toujours mettre en cause les sondages, parce que la manière dont on pose la question est plus ou moins biaisée. Juste il y a quelques secondes, le résultat des sondages... Plus de 70% maintenant des Français se disent favorables à la GPA. Pour les couples hétérosexuels, et je crois 60 pour les couples. C'est le mot de la fin, je suis désolé, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Club Idées. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.